Bon, bonsoir, monsieur Franck Bouys. Nous sommes tous très heureux de vous recevoir ici dans la médiathèque de Pertuis. Nous vous recevons pour parler de votre dernier livre, bien sûr, L'homme peuplé. Nous allons en parler, un livre magnifique, bien sûr, mais avant d'attaquer votre dernier livre, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre carrière, sur votre œuvre, parce que maintenant, quelque part, vous avez une œuvre. Vous avez commencé à écrire en 2004, je crois, donc ça fait 18 ans. Et bon, on a une petite librairie à Pertuis, et les premiers livres que vous avez écrits, ils n'ont pas atteint Pertuis. On nous en a peut-être parlé, mais bon, on se disait ce Bouys. Et puis un jour, un représentant nous a dit « Ah, mais il y a quelque chose qui vient de sortir. Un certain Franck Bouys, il vient d'écrire un livre, c'est Grossir le ciel. Celui-là, vous allez le prendre, c'est quelque chose, c'est pas, voilà, c'est autre chose. » Et bon, on a pris Grossir le ciel, et il a commencé, voilà, il a plu, on a commencé à un peu parler dans la presse, et puis ensuite, les autres se sont succédés, Plateau, Glaise, puis Né d'aucune femme, qui vous a fait en quelque sorte exploser, si je puis dire, du point de vue célébrité, du point de vue statut aussi. Et donc après, j'ai lu les autres livres au fur et à mesure, et quand on m'a dit qu'il fallait animer cette soirée, je me suis dit, il faudrait quand même que je lise les autres. Enfin, alors, je n'ai pas lu tous les autres, mais j'en ai lu quelques-uns d'avant. Et effectivement, il y a quelque chose de neuf qui surgit après, enfin, c'est mon impression de lecteur, dans Grossir le ciel. Et justement, votre personnage de Harry dans L'homme peuplé a conscience, quand il l'écrit, que quelque chose de fort est en train de se jouer, quand il écrit son livre qui va là. Et est-ce que vous, quand vous avez écrit Grossir le ciel, vous avez eu l'impression, est-ce que vous avez eu conscience que quelque part, là, vous trouviez un univers autre par rapport à ce que au policier que vous aviez écrit avant, quelque chose de plus dense, Est-ce que vous aviez une conscience particulière, ou pour vous, c'était un nouveau livre que vous écriviez, quand toujours en recherche? Est-ce que vous aviez un état d'esprit, quand vous avez posé ça chez l'éditeur, un état d'esprit particulier par rapport à ce que vous aviez déjà écrit? Bonsoir. D'abord, je voulais te remercier. À ce niveau de complicité, on peut se tutoyer, je pense. Quelle lecture! Quelle lecture! J'en ai oublié qui avait écrit le bouquin, moi. Je me suis dit, c'est pas si mal, finalement. Non, vraiment, merci, vraiment merci. Alors, comment ça arrive, tout ça, ce parcours de... Alors, écrivain, c'est un peu institutionnel, mais de romancier, disons. Déjà, à la base, moi, je ne viens pas du tout du monde des livres. Je viens d'un petit village où la littérature n'a jamais été sérieuse, où il n'y avait pas de livres. Voilà, c'est pas... et je le racontais cet après-midi à des détenus, parce que c'est important. Comment naît ce truc-là, j'allais dire cette maladie est née d'une maladie. Oui, parce qu'à 14 ans, je me retrouve à choper alors c'était pas le Covid à l'époque, mais une grippe carabinée qui m'a cloué 3 semaines au lit. Et le seul moyen de m'occuper, ma grand-mère m'avait acheté des livres. Je ne sais pas par quel biais, et dedans il y avait, je bénis cette grand-mère, L'île au trésor, Moby Dick, Les enfants du capitaine Grant, l'Iliade et l'Odyssée, et des recueils de Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Voilà. Je ne sais pas comment elle lisait pas non plus, je ne sais pas comment elle avait récupéré ça. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux écrire, je veux raconter des histoires. Et je me suis mis à lire, mais alors... mais n'importe quoi. J'étais totalement autodidacte. Il y avait personne. C'était un peu une maladie honteuse. C'est-à-dire, je me planquais pour lire sous les draps. Je viens d'un monde où la seule valeur d'ajustement, c'est le travail. L'art n'existe pas. Et je me suis mis à lire, mais n'importe quoi. Je lisais aussi bien à l'époque Bob Moran, Tintin, que Mallarmé, Shakespeare, Jules Verne. Voilà. Et je me suis fait comme ça une espèce de culture où il n'y avait pas de
il n'y avait pas de cloison entre les notions de genre, par exemple, m'insupporte aujourd'hui quand on parle de genre. Je me demande, ça rassure qui en fait? Alors je comprends après que parfois on ait besoin d'une certaine littérature à un moment donné, etc. Mais bon sang, quand on entre dans un livre en tant que lecteur ou en tant qu'écrivain, on devrait avoir juste une seule envie, c'est de se perdre, corps et âme. Et de ne pas se dire, ça vous arrive, j'imagine, le lecteur dit « Ah, j'ai bien aimé ce livre, qu'est-ce que vous auriez qui ressemble ?» Vous dites peut-être « Achetez le même, tant qu'à faire. » Voilà, c'est-à-dire ce besoin de trouver quelque chose dans un livre, voire même de se trouver, de se reconnaître, de se rassurer. C'est lecture doudou. Vous savez, le soir, je me rappelle quand mes fils étaient très jeunes, je leur racontais des histoires, et il fallait toujours que je leur raconte la même histoire sans changer. Si je changeais une virgule, je me faisais ramasser. Ce truc-là, voilà. Et voilà, je me suis mis comme ça à beaucoup lire, parce que ça, j'avais une certitude, c'est que si j'avais un travail à effectuer, si je devais écrire un jour, ça serait de lire et de trouver, je ne sais pas, ma famille. Une famille, des gens qui me parlent vraiment, et que ça ne peut pas se faire à l'adolescence, c'est-à-dire que c'est un peu comme le principe de l'entonnoir, vous savez, vous êtes très boulimique au début, et puis petit à petit, ça se resserre tout ça, et puis on arrive à, je pense qu'au bout d'une vie, on arrive à quoi? 10, 20 écrivains. Voilà, c'est des livres qu'on va relire. Et voilà, j'ai fait ça, je me suis mis à écrire, j'écrivais des nouvelles, je me suis mis à écrire, ça s'étoffait de plus en plus, et 20 ans plus tard, j'ai commencé effectivement à écrire un peu à la manière de, je disais que je faisais des gammes. Et puis, il se passe quelque chose avec, à un moment donné, comme un musicien qui trouve la note. C'est Gus qui me la donne, cette note, c'est Grossir le ciel. Pourquoi? Je l'ai compris après. C'est qu'en fait, cette note rejoignait mon enfance. Et qu'il n'y a pas d'œuvre artistique. C'est pas moi qui le dis, c'est Ernesto Sabato. Mais je suis 1000 fois convaincu de ça. Il n'y a pas d'œuvre artistique digne de ce nom qui ne provienne d'obsessions de l'enfance. On n'écrit pas le même livre, on ne peint pas les mêmes toiles, mais on décline les mêmes obsessions. Et l'art n'est pas une thérapie. On ne se soigne de rien. On explore. On passe sa vie à explorer. Et là, il se passe quelque chose, effectivement, grâce à Raymond Depardon. Voilà, je tombe sur Profil paysan et je suis hypnotisé par le capot de cette voiture qui avance dans la neige. On est en Haute-Loire et il s'arrête devant une ferme, un portail, et un type sort avec des cheveux jusque-là, un pull troué, il doit faire moins 15, hein, un pantalon informe, etc. Il dit pas, il a le mégot aux lèvres, il dit pas bonjour, il ouvre juste le portail et il rentre dans sa maison. Et la caméra de Depardon suit comme ça, là, entre dans la maison. Et là, on arrive dans une cuisine. Alors, on pourrait se croire au 19e siècle. Et ce type-là, qui s'appelle Paul Argot, est assis à sa table. Une antique toile cirée, le paquet de cigarettes, le verre de café. Et il est lui aussi hypnotisé par l'écran de télé qu'on ne voit pas, qui est posé sur le frigo. Et on entend que c'est l'enterrement de l'abbé Pierre. Voilà. Et alors là, ne me demandez pas pourquoi cette émotion-là m'a submergé. Parce que ce n'était pas Paul Argot qui arrivait face à moi. C'était mon grand-père, mon oncle, mon père. C'était mon enfance. Et je me suis mis à écrire une première phrase qui relatait un peu cette scène-là, sans savoir, sans avoir aucune idée de ce que j'allais raconter. Aucune. Mais la mèche était enflammée. Il restait juste à
à se persuader qu'il y a suffisamment de poudre pour arriver au bout et que ça devienne une histoire, un livre. Voilà. Mais vraiment, vous avez parfaitement raison, il se passe quelque chose avec, et même avec Vagabond, qui est un petit livre, où là, voilà, j'ai trouvé une sonorité, un rythme que vous avez merveilleusement... on parlait tout à l'heure des rappeurs, parlent de flow, vous savez, de cette espèce de rythme qui est propre aux auteurs. Quand vous entrez dans un McCarthy, dans Cormac McCarthy, vous avez un rythme particulier, quoi. Quand vous entrez chez Shakespeare, vous avez ce rythme particulier, chez Faulkner, chez Dostoïevski, voilà, et je l'avais trouvé là, je ne me compare pas, je ne sais pas ce que je veux dire, mais j'avais trouvé ma musique intérieure, voilà. De quoi décliner mes obsessions. Oui, là, vous dites que la littérature est vagabondage, mais pour les libraires ou les bibliothécaires, tous les livres, c'est dans quelle case on doit les ranger. C'est une obsession, une autre obsession. Mais je me dis aujourd'hui, c'est assez nouveau ça finalement, cette histoire de genre. Oui, parce que Victor Hugo, on l'aurait mis dans quoi? Dans les romans noirs, Les Misérables? J'imagine. Et Le Comte de Monte Cristo, ça aurait été un polar. Oui, mais c'est ce qui se serait passé. Mais d'ailleurs, pour vos livres, enfin, quand on les a reçus, avec la couverture, on les a mis au rayon noir au début, et puis ensuite, on s'est dit non, il y a trop de littérature, enfin, il y a quelque chose d'autre dedans. Après, on les a déclassés, on les a reclassés plutôt dans le rayon littérature. Je peux vous donner un conseil? Oui. Vous créez un rayon transgenre pour moi. Alors, ce rayon transgenre, vous avez juste fait allusion, il n'est pas sur le plateau parce qu'il ne fait pas partie de cette nouvelle, de ces livres de terroir. C'est le livre Vagabond dont vous avez fait allusion. Alors pour ceux, il y en a sans doute très peu qui l'ont lu, c'est un livre très court. Et quand je l'ai lu, évidemment, alors je l'ai lu il y a peu de temps puisque c'était pour la rencontre, et automatiquement, mon réflexe de libraire, je me dis où je rangerais ça où? Alors évidemment, ça c'est une couverture noire de policier. Et en fait, j'ai rangé ça je me suis créé une création policier poétique. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un policier, c'est un vagabond. La trame policière est nulle, enfin nulle, parce que c'est pas le thème. C'est un livre poétique, en fait. C'est toute l'écriture et la démarche du personnage. C'est un livre qui demande à être beau. Pour ceux qui veulent, ce qui vraiment demande à être connu. Hein, c'est très très original et très très différent de tout ça. Hein, et voilà, c'est un livre aussi que je conseille dans un autre genre. Alors, tous vos livres, il y a la première chose qu'on voit, c'est le titre et la couverture. Ce sont des titres que je trouve très forts. Quand on lit Glaise, tout de suite en lisant Glaise, quelque part, on n'a pas besoin d'ouvrir le livre, on est déjà dans l'atmosphère, on se sent déjà englué par ce qui va se passer et on les découvre. C'est vous qui les choisissez ou c'est négocié avec les éditeurs? Parce que je sais qu'il y a des auteurs il y a des discussions infinies avec les éditeurs, il faut l'appeler ça comme ça, ou est-ce que c'est vous qui les avez créés? Alors, moi, un livre, c'est pas seulement des mots et une histoire, c'est aussi un objet. Donc, j'ai besoin d'être fier de cet objet-là. Donc, les titres, très importants, je les ai au début, avant même souvent de savoir pourquoi ça va s'appeler comme ça. Au début? Ah oui, dès le début, dès la première page, j'ai le titre. Ouais. Né d'aucune femme, ça s'est appelé Né d'aucune femme tout de suite, je ne savais pas pourquoi. C'est magnifique. Macbeth est arrivé, je sais d'où il vient, mais je savais rien de l'histoire à l'époque. Glaise, pas buveur de vent, c'est assez compréhensible. Mais oui, et alors même les couvertures, oui, Glaise, c'est une photo qu'un photographe est venu faire chez moi. Cette cage m'appartient, c'est un ciel de chez moi. Né d'aucune femme, c'est moi qui ai trouvé la photographe. C'était une longue histoire parce que je voulais absolument une femme sur la couverture. L'histoire se passe au 19e et c'était très compliqué de trouver une photo de femme. Quand on faisait une photo au 19e, c'était un peu la photo de sa vie. C'était posé, c'était apprêté, etc. Et ça ne ressemblait pas à Rose, quoi. Donc je crois que le maquettiste, je lui ai arraché tous les cheveux de sa tête et je disais c'est pas Rose. Et il me disait mais tu la trouveras jamais Rose. Et je tombe sur cette photographe tchèque qui s'appelle Sarah Sodek. C'est un autoportrait, c'est elle et son enfant.
Et j'ai dit, mais bon sang, c'est ça, quoi. Et on était à 2 jours du bouclage, hein, donc ça a été il a fallu contacter la photographe. Mais voilà, c'est devenu... Et alors, le tiroir, là-bas aussi, c'est un endroit que je connais parfaitement. Cette ampoule-là, on n'en trouve plus des comme ça. Voilà, donc je pense que c'est aussi mes origines, mon éducation, c'est que c'est pas seulement un texte, c'est aussi un objet, et ça fait partie de la fabrication de quelque chose, le tout. Et vos livres, ils partent toujours très fort, parce que vous savez, vous avez l'art de planter le décor par une description de ferme, de paysage ou d'image. Cette présentation, vous la recréez à la fin du livre plutôt, ou vous l'installez tout de suite dans l'écriture? Est-ce que vous faites un synopsis du livre avant de le reprendre? Enfin, quelle est la manière dont vous écrivez pour faire qu'un début de livre soit engloutissant correctement? Alors moi, je pars à la chasse sans fusil, sans chien, sans rien. Non. Ce qui inaugure le livre, c'est une image, c'est une émotion qui me submerge. Et une émotion que je ne peux accueillir. Par exemple, je ne pourrais pas écrire 2 livres en même temps. Il faut que j'ai épuisé cette émotion, c'est-à-dire que je sois arrivé au bout du livre, de cette tension-là qui guide mon doute. Parce que dès que je rentre dès que je suis en écriture, je suis habité en permanence par le doute. Alors au fil du temps, je prends confiance en ce doute. Mais ce qui est... moi, je ne pourrais pas écrire une histoire si je connaissais ce qui va se passer. Mais quel intérêt! C'est-à-dire que moi, j'ai besoin que l'histoire se raconte et de me laisser embarquer par les personnages. J'allais dire mes personnages, mais non. C'est-à-dire que moi, je ne me mets pas en projet de devenir un personnage. Je lui laisse la place. Très différent. C'est-à-dire que j'accepte de me laisser posséder. Malraux explique très bien ça quand il parle de l'œuvre de Faulkner. Nous sommes des possédés. On laisse notre peau, on s'absente. C'est ce truc-là dont parle Harry quand il parle de Borges. Borges parle de El Otro, c'est l'autre qui écrit, effectivement. C'est un peu le corps du roi de Michon. Hein. Si bien que lorsqu'on procède de cette manière-là, moi je sais que par exemple le lendemain, quand je me relis sur mon cahier, je me dis mais d'où ça sort? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? T'es allé chercher ça où? Et puis j'évite de me poser la question trop longtemps. Donc pour répondre à la question, jamais de la vie je prendrai je retravaillerai le début d'un livre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour essayer de... Non, il faut que cette émotion-là qui m'a transpercé, c'est elle qui guide toute l'écriture du livre. Voilà. Et cette émotion, je comparais ça à une espèce de mèche enflammée, mais c'est vraiment ça, qui fait que, j'en parlais cet après-midi, ça fait quelque temps que j'y réfléchis, je me dis que c'est pas possible. C'est pas possible d'écrire un livre de 400 pages pour Glaise, de plus de 300 pages pour Avec une femme, parce que je vous assure que si je vous montrais mes cahiers, l'histoire est là. C'est-à-dire je l'écris au fur et à mesure, sans plan, sans rien du tout, mais l'histoire est là. Après, je vais retravailler pour avoir les notes, la musique de bout en bout, mais l'histoire est là. Ce qui me fait dire, pour terminer, c'est que je crois que l'histoire est déjà écrite dans ma tête. Et que je sais que pour Buveur de vent, j'ai mis 45 ans à l'écrire. Et que le fait de me retrouver un jour à la pêche, à la mouche, de remonter la rivière et de me retrouver face au viaduc sous lequel mon père m'amenait pêcher il y a 45 ans auparavant, alors que je n'avais pas du tout prémédité le truc,
voilà, ça m'a permis d'écrire cette phrase, 4 ils étaient, etc. Ne me demandez pas pourquoi j'ai vu ces 4 cordes suspendues sous le viaduc, qui n'existent pas. J'en ai aucune idée. Mais voilà, cette émotion, le portrait que m'avait offert ma grand-mère, un portrait de mon arrière-grand-père dans son bel uniforme de la guerre de 14, je sais que ben voilà, parce qu'on écrit d'abord sur ces révoltes, hein, sur des combats comme ça qu'on n'est pas capable de mener parce qu'on n'est pas assez courageux. On peut les mener en mots. Donc voilà, c'était j'avais lu beaucoup après sur cette boucherie innommable, née d'aucune femme. Je sais exactement d'où ça vient. Ce jour-là, il n'y a pas si longtemps, où je descends dans la forêt et je retombe nez à nez avec le monastère de mon enfance, autour duquel j'allais jouer avec ma sœur et mes cousins. Et je suis envahi comme ça c'était le printemps, par des odeurs d'églantier, donc de rose. Et je me mets à écrire, Rose, c'est mon nom, Rose, c'est comme ça que je m'appelle. Bizarre, hein? Je ne suis pas une gamine de 14 ans, je ne m'appelle pas Rose. Mais cette émotion-là m'a transpercé. Plateau, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et l'homme peuplé, oui. Je dois tout à une mésange. Voilà, une mésange qui apparaît au début du livre. Alors donc, quand vous écrivez l'homme peuplé, et que vous, donc, dans votre tête, vous créez Harry, vous ne savez pas, quand vous commencez à l'écrire, ce qu'il va lui advenir vraiment à la fin. Ah mais je ne sais même pas ce qui va advenir de lui la page d'après, quoi. Ah mais non. Il n'est même pas là au début. Il n'est même pas là. Et ce sont juste des phares qui s'allument et qui s'éteignent. Parce que il y avait un parti pris qui est intéressant, justement, parce que vous ne savez rien du livre. C'est tout le talent de Jean-Marc. C'est que, voilà, on ne parle pas de Caleb. Parce qu'il y a une espèce de jeu comme ça. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous ferez très attention au brouillard. Très attention. Et aux chiens, entre autres. Mais l'histoire commence par Caleb, d'abord, qui observe cette mésange, et puis ces phares de voiture qui s'allument, qui s'éteignent, la neige qui se met à tomber. Et voilà. Confrontation muette. Est-ce que ces deux personnages-là vont se rencontrer? Comment vont-ils se rencontrer? Tout est très étrange. Il y en a un qui est chez lui, et l'autre qui aimerait... Enfin, Harry, il cherche quelque chose, lui. Il ne vient pas ici, il ne vient pas dans ce milieu. Je fais attention, je pèse mes mots pour ne pas trop vous en dire. Oui, c'est très délicat de parler de ce livre, parce que il ne faut pas révéler. Mais il faut bien comprendre que Harry, quand on parlait de dernière chance, il ne vient pas vraiment chercher quelque chose, il fuit quelque chose. Il fuit un monde dans lequel il s'est perdu. Il a été capable d'écrire ce livre qui peignait comme ça une histoire avec une petite réalité dont il a conscience à un moment donné. Mais écrire un livre, c'est pas ça. Écrire un livre, c'est créer une vérité. C'est-à-dire, on a tous un passé qui est basé sur une réalité, sur des faits réels. Mais tout ça, c'est passé à travers un filtre extraordinaire qui est fait de nos expériences, tout ce qu'on a lu, vu, entendu, et nos émotions, et parfois même notre folie. Et tout ça, ça devient notre propre vérité. Une espèce de... Blanchot disait le passé, le souvenir, c'est la liberté du passé. Si bien que si on était amené tout à l'heure à traverser la rue et qu'il se passe un événement de l'autre côté, on se retrouve un mois plus tard, on n'aura pas vu la même chose. Il se sera passé des choses en nous et tout ça aura été traversé à travers tous ces filtres-là. Et l'art, c'est pas autre chose que ça. C'est de soulever notre humanité, de l'amener ailleurs et de ne pas nous plaquer au sol. C'est en nous racontant des petites affaires personnelles, des petites banalités comme ça, des petites réalités que tout le monde est capable de voir. Ce qu'un peintre du dimanche est capable de faire. Peindre
un monument à la perfection, avec toutes les pierres. Ah oui, il a bien peint, effectivement, c'est exactement ça. Puis alors, je reconnais bien l'endroit, et tout ça. C'est quand on posait la question à Giono, souvent on lui disait, il habitait pas loin, la Manosque, c'est pas si loin. Ouais. Et on lui disait souvent, mais ce nom de rue là, c'est pas comme ça que ça s'appelle là. Et puis la maison, elle est pas là. Et il disait, mais il n'y a pas plus grand menteur que moi. Les artistes, alors les écrivains en particulier, les grands écrivains sont de grands illusionnistes. La réalité, mais ça n'a aucun intérêt. Pourquoi on est aussi ému par une toile de Van Gogh et pas par la même scène peinte par un peintre du dimanche? J'ai rien contre les peintres du dimanche, j'en ai été un. Alors. Mais je veux dire, c'est parce qu'il vous amène dans sa vérité. On y souscrit pas, ça on a le droit de pas aimer, de pas être... Mais moi, ça me bouleverse. Ça me bouleverse. C'est ajouter quelque chose à notre humanité. C'est pas nous... Voilà, je disais nous laisser réintégrer ou ne pas nous laisser le choix de quitter notre corps social qui fait qu'on est tous des gens bienveillants, on est capable de vivre en société, etc. Et je crois que l'art n'est pas fait pour ça. Il est fait pour creuser autre chose. Des choses qui en permanence nous traversent et qui font de nous des êtres multiples, avec un cerveau qui n'est jamais en repos, qui fait qu'en ce moment-là, vous m'écoutez et vous pensez à d'autres choses en même temps. Parce que j'ai prononcé un mot qui vous a évoqué quelque chose, peut-être un souvenir d'enfance, peut-être ce que vous allez faire ce soir à manger ou je ne sais quoi. On est perpétuellement comme ça en train de chanter. Notre cerveau est... Et c'est le grand chaos, en fait. Et pour retomber sur toute la difficulté, la façon dont je travaille, justement, c'est comment on articule ce chaos pour que ça devienne une histoire et, si possible, avec un grain de voix particulier, quelque chose de singulier, qui fait qu'on va se dire... ouais, ça se termine, mais ça ne s'achève pas. Et les personnages, ils continuent comme ça. Parce que moi, je vous assure que les personnages ne m'en débarrassent pas comme ça. Hein. J'ai l'impression de me stratifier. Oui. Et que le seul moyen de faire taire un peu Harry et Caleb, c'est qu'aujourd'hui, Moïse, Sirius, Carmine sont là. Ça, c'est un scoop. Prochain personnage. Oui. Il y a de très beaux personnages de femmes aussi dans vos romans. Parfois, comme dans N'est d'aucune femme, c'est l'héroïne du livre. Mais même quand elles ne sont pas les héroïnes, elles sont parfois libératrices, bon, comme Rose ou comme la Mabel de Buveur de vent, mais parfois aussi écrasantes, comme la mère de Caleb, qui est implacable, non seulement vivante, mais même morte, qui continue à hanter son fils. Ce sont des personnages de paysannes accrochés à leur tradition, à leur ferme, à leur secret de famille. Il y a beaucoup de secrets qu'on voit qui explosent régulièrement. Ces secrets, vous les créez là aussi au fur et à mesure des événements. Ces personnages de femmes, ils arrivent comme ça, ou vous avez souvent des images de femmes que vous avez connues, de grand-mères, oui, moi j'invente rien. Enfin, je n'ai pas d'imagination. L'imagination, c'est l'art de recomposer sa mémoire. Donc, et je ne sais pas d'où ça vient tout ça. Et c'est-à-dire, je vais pas vous dire ce personnage, c'est ma grand-mère, c'est ma mère. Non, j'en sais rien du tout. Je vais pas savoir. L'art de recomposer. Et en tout cas, moi, je viens d'un monde où j'ai passé ma vie, mon enfance, à observer, puisque ça parlait pas chez moi. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes gamin? Vous essayez de comprendre, vous observez. En plus, moi, j'ai l'impression d'avoir toujours été une éponge. Pour tout. C'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher d'observer. Pas d'interpréter, mais voilà. Et sans le savoir, je ne me dis pas, tiens, j'en ferai quelque chose un jour. Mais je sais que ces émotions-là que j'engrange, à
à un moment donné, elles me servent dans mes bouquins. Donc des traits de caractère, etc. Donc les personnages de femmes, oui, c'est les personnages qui m'ont le plus marqué, oui, dans ma vie, oui, évidemment. Pourquoi je dis évidemment? Pas forcément. Mais en tout cas, oui, une grand-mère extraordinaire, une grand-mère veuve à 25 ans qui a dans un monde qui était agricultrice, hein, une femme extraordinaire. Mais voilà, c'est des femmes comme ma mère, ça parle pas, quoi. Qu'est-ce que vous faites? C'est un monde de secrets. Qu'est-ce que vous en faites du secret? Vous essayez de l'interpréter, d'en faire. Donc j'ai mis des secrets dans mes bouquins aussi, parce que c'est un monde qui est... Et même pour des bêtises, quoi, on tait les choses. On tait les choses. Et puis il y a souvent, pour me sortir de ça, j'imagine, de cette pesanteur peut-être familiale, il y a toujours des personnages de femmes lumineux qui font exploser toute cette noirceur, cette lourdeur, ce monde du secret. C'est la petite Rose, c'est ma belle dans Buveur de vent. Effectivement, il y a toujours un personnage comme ça, féminin la plupart du temps, qui respire différemment, qui n'est pas à l'unisson des autres. Et peut-être que c'est aussi pour me sauver de ça. Moi, je n'ai pas été plus capable de parler à cette époque-là. Mais en tout cas, je le fais dans des livres. On fait comme on peut. Et je le fais devant vous aussi. Mais c'est un drôle de monde. Oui. On dit beaucoup... voilà. On parle des taiseux, les fameux taiseux. C'est un peu galvaudé tout ça. Un taiseux, c'est pas quelqu'un qui parle pas, hein, c'est quelqu'un qui dit pas. Il dit pas. Ma femme me reproche d'être un taiseux. Hein. Bon, oui, ça c'est votre problème. Non mais oui. Mais nous les hommes, on est... c'était Walter Benjamin qui avait une théorie là-dessus, qui est très intéressante. C'est pas très vieux ça, la façon dont les hommes se taisent. Il paraît que ça a été très significatif après la guerre de 14. Quand les hommes sont revenus, ils ne parlaient pas. Dès qu'on voulait leur demander, ils ne parlaient pas. Et Walter Benjamin a fait une étude là-dessus et il s'est aperçu que justement le monde du silence des hommes vient, dans toute l'Europe, vient de cette guerre, de cette immonde boucherie, de ce truc innommable, qu'il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire, de faire sortir des gens comme ça, et puis sachant qu'ils vont se faire tirer dessus comme ça. Enfin, la mort est certaine, quoi. Il n'y a même pas un bouclier, une lance, quoi, ou une épée pour... Non, on sait qu'on va se faire trouer la peau, quoi. Et je trouvais ça très intéressant. Et il avait dit une autre chose très intéressante. En parlant de... souvent, on parle, je reviens à la littérature, là, le besoin de se rassurer, de genre, etc. Il faut qu'un livre se termine. Il faut que ça se termine et qu'on ait tous les éléments, vous savez, qu'on sache tout, que le colonel Moutarde est bien mort à 17h37 sur un tapis assommé avec un chandelier par la femme de chambre. Circuler, il n'y a rien à voir. Non, les livres, on ferme des portes. Mais vous avez un rôle d'écriture. Vous avez à écrire, à poser vos émotions dans le texte aussi à des moments. Vous avez à l'écrire, ce livre. Et il disait que tout livre achevé est le masque mortuaire de ses propres intentions. Tout livre achevé. Il faut bien que ça se termine à un moment. Mais bon sang, qu'on vous laisse des portes ouvertes, entr'ouvertes, qu'on enferme, mais voilà, que ça continue à vivre. Voilà. Que Thomas Sutpen soit encore... Moi, il est encore dans... Charles Bon est encore là. Raskolnikov est encore là. Billy Parham et son frère Boyd Parham, ils sont encore là. Voilà. Et ils chevauchent encore vers le Nouveau-Mexique, quoi. Parce qu'ils n'ont pas fini leur histoire. Ça fait partie aussi
parce qu'il n'y a pas que le vécu, etc. Mais je parlais au début là, de ma famille d'écrivains, ces quelques écrivains, là, ces quelques romanciers. Parce que les grands, ils ne vous empêchent pas d'écrire. Hein. C'est les mauvais qui vous empêchent d'écrire. Les grands, ils vous donnent la permission. Parce qu'ils ont tout bousculé. Ils ont tout bousculé. Ils se sont permis des choses. Et tous ceux qui croient qu'on peut révolutionner la littérature, mais ils se fourrent le doigt dans l'œil. On ne révolutionne rien. On ne fait, quand on écrit, quand on lit, parce que le vrai travail d'un écrivain, c'est de lire, on ne fait que ramasser des pierres. Des pierres, mais on les choisit, ces pierres. Moi, je sais que je les ai choisies au bord des chemins de Faulkner, de Shakespeare, de Homère. Mais avec ces pierres dissemblables, j'essaie de construire ma propre maison. Et j'essaie de faire en sorte qu'elle tienne debout. Alors, c'est pas la plus belle des maisons, elle est pas... mais voilà, j'ai envie de construire cette maison qui me ressemble. J'espère que je ne suis pas encore arrivé au toit, que j'ai encore quelques livres à écrire, mais voilà, nous sommes des pilleurs, en fait. On ne fait pas autre chose que ça. Un musicien, il fait avec toutes les notes qui existent. Un écrivain, il fait avec les mots qui existent. Mais c'est comment on recompose ça, voilà. Et quelles sont les émotions qui nous ont traversées à la lecture de certaines œuvres voilà, on picore comme ça. Et même sans le savoir inconsciemment, eh bien, on ramasse. Merci. Pour le dernier livre de l'homme peuplé, vous serez servi, ce sera à vous de le finir, parce qu'il y a beaucoup de portes ouvertes à la fin du livre, et ce sera à vous de créer votre... Eh bien, pas tant que ça. Ah, oui, enfin, pas tant que... Mais, bon. Pas tant que ça. Une porte doit être ouverte ou fermée, c'est ça? Avant de finir notre entretien, je voudrais parler d'un petit livre que j'ai beaucoup aimé, dans un autre genre encore, que vous avez écrit, qui s'appelle « Fenêtres sur Terre », qui sont des petits recueils et de poésie et de textes en prose sur votre vie, visiblement, sur votre région, sur vos sentiments. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui. J'avais même pris des trucs à lire, mais enfin bon, ça, on ne va pas avoir le temps. Ce livre me tient à cœur, évidemment. C'est un peu d'où viennent les pierres dont je parlais. Voilà. J'ai pas le sentiment d'être un romancier d'un terroir, d'un territoire particulier, mais j'ai le sentiment d'être un romancier de la terre. Ouais. Et je pense que tous les humains qui vivent dans une zone un petit peu reculée, enfin en dehors de ce magnifique mausolée qu'est Paris, où tout se joue, où la culture institutionnelle et tout se passe là. Preuve que non. Je pense qu'ils fonctionnent tous de la même manière. C'est-à-dire que si vous allez voir des paysans ardéchois ou vosgiens ou limousins, ils fonctionnent de la même manière. Et pour preuve, quand j'ai écrit Grossir le ciel et que j'ai fait pas mal de rencontres un peu partout en France, en Belgique, en Suisse, il n'y a pas une rencontre où quelqu'un ne m'ait pas dit « Mais moi, je connais Gus. Il habite à côté de chez moi. » Ben, j'ai dit « C'est parfait. » C'est essayer. Mais parce que le truc, en fait, c'est de ne pas partir des lieux. Parce que ça, c'est fait pour rassurer les lecteurs. C'est-à-dire où « Ah oui, je reconnais. Ah oui, il a bien parlé là de ce dont... » Non. Les livres, ils partent des personnages. Ce sont eux qui vous emmènent vers l'évidence d'un lieu, que vous vous appropriez, vous. C'est pour ça que le lecteur disait, ben oui, mais un Vosgien me disait, ben, il habite à côté de chez moi, Gus. Parce qu'il s'est approprié. Le personnage était incarné. Et il amenait justement le lecteur, je parlais de vérité tout à l'heure, non seulement dans ce lieu, mais dans sa vérité. Et c'est quand même mieux qu'un speed dating. Hein. Oui. De se rencontrer sur des critères, sur des critères communs. Ah oui, on devrait bien s'entendre, effectivement. Mais non, c'est pas ça la vie. Voilà, ben, merci pour cette magnifique rencontre. Au revoir. Merci à vous.